Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion importante et aussi capitale en Java. Et il s'agit des collections. Et parmi celles-ci, nous allons notamment nous attarder sur les array lists. On va essayer de comprendre c'est quoi une array list, comment accéder à la classe array list dans la Java classe une bibliothèque. On va essayer de regarder ensemble quelles sont les différentes méthodes de cette classe et comment parcourir celle-ci. En fait, une collection, en général, c'est un objet permettant de stocker et gérer plusieurs éléments. Et parmi les collections, notamment, nous avons les array lists, les hash maps, les linked lists, ainsi de suite. Mais bon, dans cette vidéo, comme j'ai dit, on parlera uniquement des array lists. Une array list, c'est une collection ordonnée d'objets accessibles par index et dont la taille peut changer pendant l'exécution. Dans cette définition que je trouve assez concrète, il y a trois éléments principaux qui sont en fait la base de ce qu'on appelle array list. Premier élément, collection ordonnée. Deuxième élément, accessible par index. Et troisième élément, dont la taille peut changer. Le fait que la taille puisse changer, en fait, c'est ça même qui fait la principale différence entre une array list et un simple array. Et pour ce qui est de la représentation, on peut s'imaginer que lorsqu'on parle d'array list, vous imaginer, c'est-à-dire une surface qui va nous permettre, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une feuille par exemple, qui va nous permettre d'enregistrer, elle va nous permettre d'enregistrer les éléments, c'est-à-dire une grande surface qui va nous permettre d'enregistrer tout ce qu'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire d'y mettre les données, les supprimer, les modifier. Et ces éléments-là seront organisés selon leur index. Du coup, on aura là, par exemple, cette partie-là qui va contenir les index. On aura 0, 1 et l'index commence toujours à partir de 0. On a eu les 2, 3, 4, ainsi de suite avec possibilité pour notre array list de s'agrandir en fonction du nombre d'éléments on veut y insérer. Du coup, si mon array list, j'ai décidé que mon array list contient les éléments de type string, par exemple, c'est-à-dire les chaînes de caractères, je vais insérer des couleurs, par exemple, là, j'ai le bleu, que j'ai inséré ici, rouge, noir, vert, orange. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça que ces éléments-là seront répertoriés dans notre array list. C'est-à-dire, chaque élément sera passé en fonction de son index. Maintenant, désolé, la Java Class une bibliothèque va nous permettre d'avoir plus d'informations sur notre classe. La classe ArrayList est contenue dans le paquet java.util. Du coup, on va chercher java.util et il est là. Du coup, notre classe, elle est là. ArrayList et E. En fait, ArrayList est une classe générique. Quand je parle d'une classe générique, c'est en fait une classe dont le type d'élément n'est pas prédéfini. Une collection, normalement, doit avoir un type d'élément prédéfini pour que la collection sache hein, que oui, je m'apprête par exemple à traiter les chaînes de caractères ou encore je m'apprête par exemple à traiter des integers, les entiers ou encore je m'apprête par exemple à traiter les éléments de type double. Mais lorsque j'écris arraylist font élément, E est pour mis pour élément, il peut être soit integer, soit string, soit game object même, soit double. Si ici on avait écrit arraylist font string, c'est-à-dire à la place de E on avait plutôt écrit string, ça veut dire que les seules données que je pourrais manipuler dans mon arraylist en Java seraient uniquement des chaînes de caractères. Mais le fait qu'il y ait E ici, ça me permet de manipuler des données de type différentes. Lorsque je vais cliquer sur ma classe, là, je pourrai avoir toutes les informations nécessaires sur celle-ci, en ce qui concerne les méthodes, en ce qui concerne le constructeur, ainsi de suite. En ce qui concerne les méthodes, par exemple, on a la méthode add,
C'est-à-dire permet d'ajouter un élément. La méthode clear, remove all of the elements from this list, va nous permettre de supprimer tous les éléments de la liste. La méthode get index, qui va nous permettre d'obtenir un élément à un index précis. Elle va retourner la valeur d'un élément à un index précis. La méthode remove, par exemple, va nous permettre de supprimer un élément à un index précis. J'aimerais en fait mentionner le fait que ArrayList, en fait, comme j'avais dit la dernière fois, dans Java classe et bibliothèque, on a déjà des classes qui sont prédéfinies. Vous voyez un peu Java. Donc, on a l'impression que Java, c'est un ensemble de classes qui sont prédéfinies. Et lorsque tu viens créer ta classe, par exemple, pour un projet particulier, tout ce que tu fais, c'est appeler, c'est-à-dire créer les instances de ces classes-là qui ont été définies et appeler les méthodes de ces classes-là. Mon exercice me dit, crée une classe étudiant. Je me permets de la créer, une classe que je vais appeler étudiant. OK. Ensuite, on me dit, ma classe étudiant, elle est déjà créée. On me dit, euh, elle doit contenir une array list qui s'appelle nom. Du coup, on va définir notre, notre attribut qui sera de type array list from string private. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon array list est contenu dans le package java.util.array list phone string. À la place de string, je pourrais toujours avoir un autre élément. C'est pour ça que tout à l'heure, là, dans la Java class bibliothèque, on avait à la place de, on avait dans les guillemets, on avait plutôt E. C'est ça qui nous permet d'entrer le type d'élément qu'on veut. Peut-être string, double, game object, et ainsi de suite. Et on a dit que je nomme cette array list là un nom. Vous voyez l'écriture, cette déclaration, pour ce qui est de la déclaration, par exemple, d'un attribut, d'une classe, elle est assez longue. Du coup, Java me donne la possibilité. Elle est longue pourquoi? Parce que ici, je précise directement le package dans lequel est contenue ma classe. Mais Java me donne la possibilité d'éviter cette écriture qui est assez contraignante et longue et de faire juste un import depuis le début de mon programme. Lorsque je me que Java ne reconnaît pas cette classe ici qui est tout simplement normale, du coup, je vais faire cet import-ci pour dire à Java, bah, ta classe ArrayList, elle provient de ce package. Also, java.util.arraylist. Et du coup, Java ne mentionne plus d'erreur. Ensuite, la prochaine question me dit, dans main, crée la liste de voitures et, pardon, crée la liste et ajoute les étudiants suivants. Arthur, Paul, Marie, Jean, Sophie. Du coup, j'ai une méthode main, hum, public, void, définir ma méthode main. On me dit, dans cette méthode ici, je dois en fait créer mon array list. On a vu que pour créer un array list, on le faisait avec new, précisé du nom de la classe dont notre élément provient, new array list, from string, et là, OK, new array list from string. Ici, on n'a pas de paramètres. J'espère que vous voyez un peu. Peut-être d'autres personnes vont se poser la question pourquoi est-ce qu'on a ces parenthèses ici-là. C'est exactement comme quand on crée une classe ensuite qui a un constructeur et que le constructeur n'a pas de paramètres. Du coup, on met juste les parenthèses. Si par exemple cette classe avait des paramètres, on devait préciser directement les éléments qu'on voulait attribuer à ces paramètres-là ici. Ensuite, vous voyez là, il y a une tautologie. Par exemple, de string, il y a un string là, il y a un string là. Java me donne la possibilité de mentionner cela, son type, le type d'élément que mon analyse va traiter là, et d'omettre cela à ce niveau. Du coup, il n'y a pas de souci ici. J'enlève cela ici. On me demande en fait d'ajouter les noms des étudiants suivants, Arthur, Marie, Paul, Jean, Sophie. Ce que je fais, c'est, je vais créer, puisque je suis dans ma classe étudiant, et là, on va passer à ce qu'on appelle l'appel de méthode. Je vais créer, par exemple, une méthode dans ma classe étudiant qui va permettre
d'ajouter, les étudiants dans ma liste. Du coup, cette méthode-ci, elle ajoute les étudiants. Normalement, ce que je fais, je vais utiliser la méthode add qui a été prédéfinie dans Java. Add permet de faire quoi? Elle permet d'ajouter les éléments dans une liste. Mais moi, je vais définir ma propre méthode qui va se servir de la méthode add là, mais qui va plutôt ajouter les étudiants. Du coup, je vais appeler cette méthode, étant donné que cette méthode ne va rien retourner, void, je vais l'appeler add, désolé, add étudiant. Étudiant. Et là, étant donné que mon array il s'appelle non, je fais juste un appel de méthode. Non, point, add. Maintenant, pour avoir la possibilité d'ajouter un élément, si je vais ajouter par exemple as-tu, qui est le premier élément, bien sûr que je dois avoir, que ma méthode doit avoir un paramètre qui va contenir une méthode me permettant d'y insérer cet élément-là. Du coup, là, à ce niveau, pardon, je définis une variable de type string que je vais appeler par exemple le nom. Le nom, c'est-à-dire le nom en fait de l'étudiant. Et là, add.nom. Vous voyez, lorsque je n'ai pas mis de paramètres, Java mentionne l'erreur. Pourquoi? Parce que la méthode add est censée contenir un paramètre. Elle est définie, lorsqu'elle est définie avec la classe bibliothèque, elle contient des paramètres. Maintenant, du coup, là, je mets nom.add. Et maintenant, lorsque je viens dans ma méthode main pour ajouter les différents étudiants, premier étudiant, c'est Arthur. Il me suffit juste de d'appeler cette méthode-là ici. Étant donné que add étudiant est contenu dans ma classe étudiant, je mets sur la add étudiant, entre parenthèses. Et là, le premier étudiant que je veux ajouter, c'est par exemple Arthur, c'est-à-dire un élément de type string, Arthur. Ensuite, le second étudiant que je vais ajouter, c'est Paul. Paul, Paul, bon, on va écrire ce nom-là. Ensuite, Marie, Arthur, Paul, Marie. Ensuite, Jean, Paul, Marie, Jean. Et enfin, Sophie. On va ajouter à la fin Sophie. Donc, actuellement, mon array list contient 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que, imaginez-vous qu'à la place de ces couleurs, à ce niveau, si on a plutôt ces noms-là, Arthur, Paul, Jean, Marie, et de manière ordonnée. C'est-à-dire, comme j'ai d'abord décidé que Arthur sera le premier élément, ensuite Paul sera Marie, Jean, Sophie, c'est comme ça qu'on va les retrouver là. Arthur, Paul, Jean, Marie, Sophie, ainsi de suite. Maintenant, mon exercice me dit, affiche le nombre d'étudiants présents dans la liste. Du coup, je vais écrire une méthode qui affiche le nombre d'éléments. Affiche le nombre d'éléments dans la liste. Voilà. Je peux appeler ma méthode getElément, par exemple. GetElément. Comme par le nombre d'éléments, il s'agit bien évidemment du nombre d'étudiants. GetElément. Et pour qu'elle puisse afficher, je vais utiliser système .out.print ln. Et là, qu'est-ce que je vais afficher? Le nombre d'éléments de la liste. On a vu que pour avoir le nombre d'éléments, on utilise la méthode size. Du coup, on va appeler cette méthode-là nom.size. Et pour qu'une autre méthode main puisse afficher ce nombre d'éléments-là,
On va juste appeler cette méthode-là, cette méthode de getElement. On va la mentionner ici dans notre méthode main. Point. Et là, il me suffit juste de traduire mon code, de lancer ma méthode main et m'attendre à 5 comme nombre d'éléments parce que je lance ma méthode main et là, j'ai bel et bien 5 qui s'affichent à l'écran parce que j'ai ajouté 5 éléments à mon array list. Ensuite, on continue. La prochaine question me dit affiche le premier étudiant de la liste. Du coup, cette méthode de ma classe étudiant, je vais créer une méthode qui affiche les éléments. Et dit affiche les éléments, c'est-à-dire les étudiants. Et pour éviter les problèmes de notation, on va appeler cette méthode ici en haut get nombre éléments parce que j'aimerais utiliser get élément là plutôt dans ce cas-ci. Alors, get nombre éléments, on va encore modifier cela ici, ça ne va rien changer. Get nombre éléments et là, à ce moment, on aura plutôt get élément void get élément. On a vu que pour afficher un élément, on le faisait avec la méthode get suivi de l'index. Du coup, je vais définir une variable de type i qui va précisera en fait l'index system.out.print ln et là qu'est-ce que je retourne non j'appelle la méthode get non.get i ok et pour afficher maintenant le premier élément c'est-à-dire uniquement Arthur qui est le premier élément de ma liste qu'est-ce que je fais je viens ma méthode getElement je mets là get élément étant donné que le premier élément il est situé comme on a dit à l'index 0 je mets la 0 lorsque j'écris getElement 0 en fait c'est qui s'affiche, ce que cette méthode fait, elle affiche en fait ceci. C'est-à-dire, on a d'abord un appel de la méthode get contenu dans la classe ArrayList à travers cette ligne ici, à travers ce code ici. Et ensuite, system.out.println va se permettre d'afficher cela. Du coup, lorsque je clique sur übersetzen, je fais pareil, je lance ma méthode main. Et là, il y a Arthur qui s'est affiché. Du coup, j'ai affiché le premier élément de ma liste. Prochaine question, on me dit, parcours la liste avec une boucle et affiche chaque étudiant. Pour parcourir une liste, on a soit la possibilité de le faire avec une boucle for, c'est-à-dire avec notre compteur et tout, soit on peut le faire avec une boucle for each. Du coup, on va venir dans notre méthode main. La syntaxe de la syntaxe de la boucle for, on avait déjà précisé. Du coup, on avait déjà parlé de cela. For in, qui est notre compteur, il va commencer à 0 parce que l'index, la release commence à 0. La condition pour que la boucle fonctionne, il faut que i soit inférieur à non, qui est notre array list, non.size, qui va retourner le nombre d'éléments de la liste. Ensuite, incrémentation i plus plus. On a la possibilité soit de mettre ceci, soit de dire i doit être inférieur ou égal à non.size, en fait, moins 1. La raison pour laquelle je mets non.size moins 1, c'est uniquement parce que notre compteur commence à partir de 0. Du coup, imaginez-vous, euh, notre array list contient actuellement 5 éléments. Notre array list contient actuellement 5 éléments. Si on veut par exemple parcourir notre array list, notre index va commencer par la valeur 0 et lorsqu'il atteint la valeur 4, nous sommes déjà à 5 éléments. C'est pourquoi je dis que pour que notre boucle fonctionne, il faut soit que
l'index soit inférieur au nombre d'éléments, c'est-à-dire il commence à 0 et il s'arrête à 4, soit qu'il soit inférieur ou égal au nombre d'éléments qui est censé être 5 moins 1, pour que l'index en fait varie toujours entre 0 et 4 et ne dépasse jamais, jamais le nombre d'éléments, donc qu'il soit entre 0 et 4. Du coup, je peux dire for in commence à 0 et là, je me permets d'afficher le nombre d'éléments. Je mets get element et cette fois-ci là, i, get element i, et je m'attends à ce que mon code affiche en fait tous ces éléments présents dans ma liste. Du coup, je vais enlever cette méthode ici parce qu'elle ne sert plus et je vais exécuter. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Je lance ma méthode main. Et là, vous voyez, grâce à cette boucle, j'ai pu afficher tous les éléments présents, tous les étudiants présents euh, dans ma, dans mon array list. Ensuite, deuxième méthode, je peux utiliser un for each life. Bon, for each, c'est une boucle for each. Ici, je n'ai pas besoin de, on n'a pas besoin de compteur dans le cas d'une boucle for each. Il me suffit juste de définir une variable. Il me suffit juste de définir une variable du même type que les éléments contenus dans mon array list. Je peux par exemple dire name, string name, qui est ma variable, et là, la syntaxe est deux points non. Non ici représente mon array list, c'est-à-dire mon name, c'est-à-dire le name, la variable name va parcourir non, et à chaque fois, elle va y affecter sa valeur, affecter la valeur qui est contenue à chaque index. Du coup, je mets string name deux points non, et là, get element non. Name, pardon, cette variable-là. Vous voyez, avec un point c'est plus simple. Get element. Ah, voilà. Ici, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que getElement s'attend à un index. Vous voyez, getElement, on a défini notre getElement et il s'attendait à un index. Du coup, dans mon cas, pas uniquement de ce cas-ci là, pour pouvoir afficher, on va directement le faire avec system.out.println. Et là, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher name. Donc, on va exécuter et on verra que lorsqu'on va lancer notre méthode, le for each life fera exactement le même travail, vous voyez, le même travail que notre boucle for qu'on a défini pas avec notre compteur. Ensuite, la prochaine question, c'est, on nous dit, un nouvel étudiant arrive qui s'appelle Thomas et on nous demande d'ajouter le nouvel étudiant Thomas dans la liste. Add étudiant Thomas. Et là, j'ai ajouté mon prochain, l'élève qui vient, l'étudiant qui vient de cesser. Du coup, j'exécute. Et là, euh, lorsque je lance ma méthode main, je verrai, là, il y a Thomas qui s'est ajouté à la liste. Et vous voyez directement la méthode qui affichait le nombre d'éléments, c'est modifié seul, c'est-à-dire elle a incrémenté de 1. Et c'est tout simplement normal parce qu'à la place de 5 éléments, on a maintenant 6 éléments dans la liste. Du coup, on va continuer. Prochaine question me dit, Marie quitte le groupe, supprime-la de la liste. Ensuite, je vais créer une méthode qui va me permettre de supprimer un élément, supprimer un étudiant. C'est-à-dire, supprime ou bien lui supprime un supprime, disons, le nom d'un étudiant.
Et là, void euh, del étudiant. Del qui est mis pour delete, del étudiant. Et là, on a vu qu'avec la méthode de remove, on avait la possibilité de supprimer un élément à un index précis. Du coup, non point remove i, non point remove bon, index, non point remove index. Et là, puisque je vais supprimer Marie, je me dis, oh, Marie est située à l'index 2. Et j'écris ceci, c'est-à-dire ma méthode qui est définie ici en bas, tel étudiant. Et là, je précise l'index. Euh, euh, désolé. Del étudiant 2. C'est-à-dire, dans ma liste, je m'attends plus à voir le nom Marie parce que je viens de supprimer cela. Du coup, je lance ma méthode main. Euh, lorsque je lance ma méthode main, voilà. Et là, on a Arthur, Paul, Jean, Sophie et Thomas. Vous voyez, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5 éléments dans la liste. Et vous voyez, on a supprimé Marie de notre liste, mais il y a un problème. On a supprimé Marie, mais notre code nous a affiché comme nombre d'éléments 6, alors qu'actuellement on a 5 étudiants dans notre liste. Le problème vient juste du fait qu'on est l'exécution des lignes de code dans une classe se fait de manière ordonnée. Vous voyez, du coup, cette instruction-ci sera exécutée, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Du coup, pour que Java puisse être à jour, il faut que cette méthode qui est censée me retourner le nombre d'éléments soit définie après celle qui supprime Marie de notre liste. Du coup, afin que Java me retourne exactement le nombre d'éléments présents dans la liste à ce moment où j'ai supprimé Marie, on va maintenant lancer notre méthode main, étudiant, OK, et là on lance la méthode main. Et du coup, j'avais passé à 5, étant donné qu'on a supprimé Marie de la liste. La prochaine question, on me dit, affiche une condition, écrit, pardon, une condition qui affiche Paul est présent si Paul se trouve dans la liste. Ici, je définis ma méthode. Void, j'appelle cette méthode la euh, présence, je sais pas moi. J'appelle cette méthode la presence, c'est-à-dire qui, cette méthode, celle-ci, elle, en fait, euh, affiche si un étudiant est présent dans un étudiant est présent dans la liste ou pas. Bon, du coup, je vais me servir de ma méthode euh, contents et là, on aura une condition. On a dit que contents nous situe en fait si un élément est présent ou pas. Si un élément est présent, il nous retourne true. Si ce n'est pas le cas, il nous retourne false. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On pose notre condition. If non point contents et là if non.contents, à ce niveau-ci, on va donner parce que quoi, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vérifier qu'un élément est présent. Du coup, je vais définir une variable de type string qui va contenir l'élément dont on veut vérifier s'il est présent ou pas, ou encore la valeur string élément if non avec s parce qu'il s'agit de notre variable point contents élément
est égal à true, c'est-à-dire si cet élément est présent dans notre array list, alors qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à ce que Java affiche, c'est-à-dire avec system.out.println, Java doit afficher élément, c'est-à-dire il doit afficher ce message ici. Il précise l'élément de type string et là est présent. Il précise que tel élément est présent. System.out. Oh là System avec S majuscule. System.out.println. Élément est présent. Du coup, dans notre méthode de build, et ici, pour les contiennent, j'ai la possibilité d'écrire ceci comme ça, c'est-à-dire if égale à true ou encore j'écris juste ceci. If non.contains, Java reconnaît directement que Java comprend en fait cette syntaxe ici, c'est encore équivalente à if non.contains est égal à true. Dans le cas où je voulais dire est différent de true, c'est-à-dire est false, il pourrait dire est égal à false ou encore est différent de true, différent de, je mets là true, ou encore si je voulais aussi dire si une autre manière de dire qu'elle est différente de true, c'est-à-dire est égale à false, je mets juste un point d'exclamation qui définit la négation en Java. Du coup, c'est-à-dire si notre array list contient l'élément qu'on va préciser, alors notre méthode retourne cet élément-là est présent. Du coup, hum, on va appeler cette méthode présence dans notre méthode main. Désolé, présence. Et là, on veut vérifier si Paul est présent dans la liste. Et si c'est le cas, c'est que notre méthode doit afficher Paul est présent. Présence entre parenthèses de Paul. Et là, lorsque je traduis, je lance ma méthode main, j'attends ce que ma méthode me renvoie le message attendu. Et là, et bel et bien, Paul est présent. On peut aussi s'amuser à écrire, à préciser par exemple ce que le message doit afficher, ce que la méthode doit faire lorsque l'élément n'est pas présent. Du coup, je dis if non.contains element, la méthode retourne pour les présents. Dans le cas contraire, donc else, vous dire sinon, else, dans le cas contraire, j'affiche élément est absent. Élément est absent. Du coup, pour vérifier aussi cela, viens là, présence, présence, Marie. Et là, j'exécute mon code, je lance en fait ma méthode main. Et là, voilà, Marie est absente. Bon, j'aurais dû mettre un E lorsque j'écrivais cela. Mais le plus important, il est là, Marie est absente. Donc, en fait, vous comprenez en fait que c'est ça une array list, c'est-à-dire une collection qui va nous permettre de traiter euh, l'ensemble de données qu'elle contient. Et je pense que c'est tout pour ce qui est des array lists. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'array list et iterator. Entre-temps, j'espère que vous avez pu Entre-temps, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre plus facilement ce qu'on appelle ArrayList en Java. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.